Bonjour. Le 22 mars 1959, un groupe de spéléologues entre dans Peak Cavern en Angleterre. Un réseau de grottes encore méconnu mais extrêmement prometteur à cette époque. L'un d'entre eux, Neil Moss, est terriblement excité à l'idée d'être le premier à explorer un étroit boyau qui descend dans les profondeurs terrestres. Juste avant de s'engouffrer dans la galerie en tire-bouchon, il déclare à ses amis « If I explore this cave, I will make history. Yeah. » Et en effet, l'histoire va se souvenir de lui. Peut-être pas comme il aurait espéré. Voici le récit du drame qui lui est arrivé au fond de cet étroit boyau. Et il va falloir vous accrocher. L'histoire de Neil Moss est tragique et fascinante. Elle est souvent évoquée dans le monde de la spéléologie et même au-delà, car elle symbolise l'attraction humaine pour l'inconnu et les risques que cela peut entraîner. Parfois avec des conséquences que personne, mais je dis bien vraiment personne, ne voudrait connaître. Faisons dans un premier temps la photographie de cette grotte. La grotte Peak Cavern, aussi appelée Devil's Arse, est une célèbre grotte touristique de Castleton dans le Derbyshire en Angleterre. Elle se distingue pour être la plus grande entrée de grotte de Grande-Bretagne et elle est traversée par le ruisseau Peak's Hall. Quand Carl Philip Moritz, je répète Carl Philip Moritz avec un T, un écrivain, journaliste et essayiste allemand, visita la grotte en 1782, il la décrivit comme une demeure d'horreur silencieuse. De nombreux tournages de films ou de séries ont eu lieu dans la grotte. On peut citer pour les plus connus les Chroniques de Narnia, Sherlock Holmes ou encore Most Haunted. Contrairement aux autres grottes de la région, Peak Cavern est largement naturelle, à l'exception d'une section dynamitée pour contourner un tunnel bas auquel on ne pouvait accéder qu'en s'allongeant sur un bateau. Jusqu'en 1915, des troglodytes vivaient dans l'immense entrée, dans des maisons rudimentaires en bois, fabriquant notamment des cordes pour gagner leur vie. La grotte était aussi réputée pour être autrefois un refuge de bandits qui s'enfonçaient pour se cacher dans les parties sombres. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent accéder à plusieurs parties en passant par l'Umbago Walk, passage où il faut se pencher, d'où son nom l'Umbago, et les cavernes de Roger Rains House. Avant 1990, le parcours touristique allait plus loin, mais la section dite des 5 arches a été fermée en 1989 en raison de la présence de radon, ce gaz noble radioactif, incolore, inodore et d'origine naturelle, se trouvant du coup dans certaines parties de la grotte. Et cela pouvait être dangereux pour les guides qui y passaient toute leur journée. Cette partie reste cependant accessible aux spéléologues qui explorent encore de nouveaux passages grâce à des découvertes plus récentes, comme en 1999 avec le puits nommé Titan, devenu le plus profond de Grande-Bretagne avec ses 142 mètres de profondeur. Le réseau est vaste, s'étendant sur des kilomètres de galeries sous terre, et en 1959, quand Neil et ses amis entrent dans la grotte, l'exploration de celle-ci n'en est qu'à ses débuts. Et Neil est particulièrement excité. Quand le groupe atteindra la chambre, baptisée aujourd'hui Moss Chamber, il sait qu'il passera en premier, le tout premier homme à explorer un puits très étroit qui va peut-être ouvrir sur de nouvelles galeries, d'autres chambres, d'autres merveilles inexplorées, et le faire entrer dans l'histoire de la spéléologie qui écrit sa naissante épopée.
Neil Moss a 20 ans et il est britannique. Il étudie la philosophie au Balliol College d'Oxford et à ses heures perdues, il est un spéléologue amateur passionné. À l'époque, et comme je vous le disais précédemment, la spéléologie était une discipline relativement peu connue. Mais pour des personnes comme Neil, elle représentait une aventure pleine de mystères. Les profondeurs sombres et inexplorées des cavernes offraient une occasion rare de découvrir ce que peu de gens avaient vu. Moss a entendu parler des grottes de Pick Cavern, dont certaines parties sont encore inexplorées. Avec l'espoir d'atteindre de nouvelles profondeurs dans cette grotte mythique, il rassemble une équipe de volontaires et de spéléologues, amateurs bien sûr, pour l'accompagner sous les auspices de l'Association spéléologique britannique. Le 15 mars 1959, le groupe vient d'explorer un nouveau passage souterrain. Ils se sont frayés d'abord un chemin à travers une série de galeries, puis se sont faufilés dans un tunnel étroit avec un sol en terre battue et humide qui badigeonne entièrement debout chaque spéléologue qui s'y aventure. Parfois, dans le passage, un toit ne dépasse pas 25 cm au-dessus de la tête des explorateurs, ce qui augmente l'excitation d'un cran. Il leur a fallu 2 heures pour progresser de 180 mètres dans cet étroit tunnel qui soudainement s'est élargi pour former une chambre assez grande à 300 mètres sous la surface. Le 22 mars, la petite troupe est motivée pour continuer l'exploration dans cette direction. Elle entre à nouveau, traverse l'Upper Gallery pour se faufiler jusqu'à l'immense chambre récemment découverte. L'objectif du jour, un passage, ou plus précisément un puits qui semble fort prometteur. On l'appelle The Slot, la fente. Cette fente descend en pente raide et seule une personne très mince peut y pénétrer. Moss, le moteur de ce groupe, déclare que s'il explore cette partie, il entrera dans l'histoire. Il descend par une corde dans l'étroit passage vertical, espérant atteindre la zone encore inexplorée à une profondeur qu'on ne connaît pas encore. Il passe notamment une section en tire-bouchon particulièrement éprouvante. Puis, alors qu'il s'enfonce plus loin, il atteint une profondeur où l'air est appauvri en oxygène. Comprenez, air respirable. Dans ces conditions, son corps s'affaiblit rapidement et il semble ne pas parvenir à remonter. Le piège fatal est en train de se refermer sur lui. À l'entrée du puits, les 7 amis attendent et écoutent leur ami progresser quand soudain, la voix de Neil retentit des profondeurs. « Je suis coincé, je ne peux pas bouger d'un pouce. Une lampe allumée dans le puits 12 mètres plus bas montre que Neil est coincé par la largeur de ses épaules. En fait, on distingue surtout sa tête badigeonnée de boue qui se confond entièrement avec la roche boueuse. Les cordes sont rapidement abaissées par l'équipe, mais Neil est si étroitement coincé qu'il ne peut pas bouger ses bras. Plus grave, l'air du passage est vicié. Il faut donc faire vite avant que Neil manque d'air respirable. Au fil des heures, Moss serre alternativement les dents sur la corde et plaisante avec ses amis qui essayent de l'aider. Certains sont déjà partis aller chercher de l'aide à l'extérieur. Un masque à oxygène est descendu, mais il n'y a même pas assez de place pour le mettre sur son visage. Au bout de 4 heures, il commence à délirer et sombre parfois dans l'inconscience. Pendant ce temps, à l'extérieur, une vaste opération de secours est mise en place, impliquant des spéléologues expérimentés et des membres des services d'urgence. Les premières émissions de radio diffusent en boucle le courage des sauveteurs britanniques qui s'engouffrent un par un dans la grotte pour aller sauver le spéléologue coincé. Plus de 200 spéléologues viennent des villes voisines. Un employé à qui on a refusé un congé pour aider au sauvetage quitte son emploi. Une unité de secours en montagne arrive, suivie par des groupes de secours d'élite du National Coal Board et de la base sous-marine de Gosport. Les hôpitaux envoient des bouteilles d'oxygène. Et surtout, une horde de journalistes font comme une nuée de vautours sur les abords du site. Au fond, par contre, à mesure que le temps passe, la situation devient critique. L'équipe de secours tente de percer et d'agrandir le passage autour de Neil, mais l'espace est si exigu, si étroit, si inaccessible que leurs efforts restent vains. Le manque d'oxygène et l'accumulation de dioxyde de carbone rendent les tentatives encore plus risquées pour les sauveteurs. Pendant plusieurs heures, ils tentent de le libérer en utilisant différentes techniques. À un moment, un sauveteur parvient même à lui apporter de l'eau et à lui parler pour le rassurer. Mais Neil ne peut toujours pas bouger. Il semble impossible de l'extirper de son piège.
Les secouristes luttent dans l'obscurité, se glissant dans des piscines de boue jusqu'à la taille. Une cinquantaine de volontaires sont répartis à intervalles réguliers dans le tunnel pour fabriquer une chaîne à main permettant de passer des cordes, de la nourriture, des lampes et des bouteilles d'oxygène. John Carter, un médecin, maintient Neil, alors inconscient, en vie en pompant de l'air respirable dans un tube qu'il dirige ensuite vers son visage. L'un après l'autre, 8 hommes descendent dans le trou, mais 3 seulement atteignent le spéléologue sans pouvoir cependant le toucher. Et tous s'évanouissent au moins une fois à cause de l'air immobile et vicié. Aucun ne peut descendre la tête en avant, même en gardant un masque d'oxygène sur le visage. Alors que l'espoir s'estompe, les sauveteurs recommencent à tailler le puits avec des pieds de biche et des marteaux pour élargir l'ouverture. Un équipement de purification de l'air est apporté, mais le matériel s'avère trop volumineux pour s'y glisser. Des crochets sont alors abaissés sur des cordes et crochetés dans les vêtements de Moss. Il est soulevé, mais retombe et se retrouve coincé à nouveau. Finalement, Ron Peters, 25 ans, 1m50, parfaitement taillé pour se faufiler dans le puits, s'approche suffisamment de Neil pour pouvoir toucher son épaule. Mais lui aussi commence à avoir le souffle coupé et doit être remonté rapidement. Il est inconscient et on doit le réanimer avec de l'air. Peters déclare quelques minutes plus tard « Je vais tenter à nouveau ». Cette fois, il réussit à attacher une corde autour de la poitrine de Neil et lentement mais fortement, la corde est tendue et Neil se déplace de 45 cm vers le haut. Mais il va se retrouver à nouveau coincé rapidement dans les mâchoires de la roche. Sa respiration s'est arrêtée et les sauveteurs ont dû relâcher leur prise pour libérer la cage thoracique jusqu'à ce que la respiration reprenne. Peters est formel. Pour sauver Moss, il faut lui briser les 2 clavicules pour pouvoir le dégager de son piège. Un autre homme, John Larson, passe 1h30 à essayer sans succès de faire bouger le bras droit de Moss. Il déclarera plus tard aux journalistes « Les vapeurs de dioxyde de carbone vous donnent le vertige et vous pensez voir des éléphants et des fées. » 32 heures se sont déjà écoulées et Neil s'affaiblit maintenant rapidement. Le 23 mars, à 2h du matin, en réponse à un appel diffusé pour rechercher un spéléologue expert mesurant 1m50 maximum et pesant moins de 50 kg, exceptionnellement athlétique et doté d'un courage illimité, Yoon Bailey, une dactylo de 18 ans, apparaît, arborant un casque et un pull rouge. Ok, on décide qu'elle va descendre et d'ailleurs elle est impatiente de descendre. Juste avant, on lui donne des instructions claires. Briser les clavicules de Moss pour l'aider à réduire la largeur de ses épaules et peut-être enfin le libérer. Mais avant qu'elle puisse descendre dans le puits, une information tombe. À la surface, la pluie incessante menace d'inonder la grotte. On conseille aux secouristes de se retirer pour la sécurité de tous. Lorsque la pluie cesse, un des médecins secouristes, le docteur Hugh Kidd, retourne dans le puits juste avant que Yoon arrive sur le site. Lors de la précédente descente, on a difficilement entendu Moss respirer. Mais cette fois, il n'y a aucun bruit. Kidd décrira cette expérience comme la première et la seule fois où il a dû déclarer la mort sans avoir vu le patient. Le lieutenant Chartier, lui, venait de descendre également et déclarera aux journalistes « C'était un moment horrible. Il n'y avait aucun bruit lorsque je baissais la tête dans le puits et je savais qu'il était enfin parti. » Finalement, 35 heures après l'incident et 24 heures après ses tentatives de sauvetage, infructueuses bien sûr, les sauveteurs durent se rendre à l'évidence. Neil Moss était décédé. Son corps, piégé dans une zone étroite et instable, était impossible à récupérer sans risquer la vie des sauveteurs. La famille de Neil prit une décision difficile mais significative. Ils demandèrent que le corps de leur fils soit laissé dans la caverne, transformant ainsi cette zone en un tombeau naturel, voulant éviter de mettre d'autres vies en danger pour récupérer son corps. Son père, Eric Moss, déclarera à la presse « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre risque sa vie en essayant de sortir le corps de mon fils. Laissons-le là où il est. » Peu après la tragédie, l'accès du slot fut scellé, bloquant ainsi l'endroit pour empêcher d'autres spéléologues, ou même des curieux, de s'y aventurer et de risquer leur vie. Depuis lors, le nom de Neil Moss est resté inscrit sur une roche, à l'entrée du puits, et aussi dans l'histoire de la spéléologie comme un symbole des dangers de cette passion. Son histoire est encore racontée dans la communauté des spéléologues comme un avertissement sur les risques de l'exploration des profondeurs. L'incident tragique de Neil Moss a soulevé de nombreuses questions et de nombreuses premières questions sur la sécurité dans ces milieux hostiles des explorations souterraines. Il a inspiré toute une série de mesures de sécurité et une prise de conscience accrue des dangers dans les grottes. Un demi-siècle plus tard, pourtant,
Un certain John Jones vivra une fin similaire dans la grotte de Nutty Putty, à une petite différence près, c'est que lui aura la tête en bas quand il se coincera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu, j'ai fait plein de sujets différents. Pour ceux qui connaissent, qui commencent à connaître un petit peu ma chaîne, je fais voilà des sujets qui me passionnent, mais j'ai pas envie d'être dans une case. J'ai envie justement de vous ouvrir sur plein de sujets, puisque moi c'est ça qui me passionne. J'adore aller explorer de nouveaux sujets. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo sur Elon Musk, qui est un personnage très controversé. Voilà, je sais pas encore trop, j'ai pas encore écrit le storytelling, je sais pas trop comment je vais l'amener ce truc, mais je suis excité de vous faire cette prochaine vidéo. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et j'aurai bientôt aussi une annonce à vous faire sur la chaîne. J'espère aussi que vous serez au rendez-vous là-dessus. Allez, je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas et à très vite pour une prochaine vidéo.